Hey, bonjour tout le monde, merci de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je suis avec Joël Beauchamp-Monfette, qui est un spécialiste de l'histoire de Montréal. Il se spécialise dans l'histoire urbaine et environnementale de Montréal. Il fait sa thèse sur l'enlèvement des fortifications de Montréal vers 1820, 1830. 1801-1817. Exactement, c'est Puis exactement malheureusement, ce que c'est je pas disais. encore une thèse. Là. Ah oui, On, ok. on y va tranquillement. Là. On va travailler Un là-dessus. morceau à la fois. Une bière à la fois. Joël, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de l'histoire de la bière au Québec. Moi, je me souviens d'avoir lu sur l'histoire de l'intendant Jean Talon dans Ben les oui, années qui ont... Chantalon. Ben c'est ça, Jean Talon, lui, c'est un personnage un peu bizarre parce que c'est l'intendant. Il a un grand rôle à jouer. Avant lui, il n'y avait pas d'intendant, de ce que je comprends. Il arrive, il est sous la protection du roi, c'est un big shot, c'est un gros bonnet, il a de l'argent, il a du pouvoir. Et puis lui, il se dit, on va fonder une brasserie industrielle à Québec. C'est la première grande brasserie industrielle à Québec. Je pense qu'ils fondent ça en 1765? 1666, ouais. 1666. Oui, ben tu sais, au dernier épisode, on avait parlé 1663, c'est le roi qui reprend la Nouvelle-France. Hein. Ouais. Ça devient une colonie royale. Mhm. Ben, une des premières choses qu'il fait, le roi Louis XIV, c'est de nommer un gouverneur et nommer un intendant. Mhm. Le premier intendant, si je me trompe pas, il s'appelle Mario Robert, mais je suis pas certain. Mais bref, il marque pas tant que ça. Mhm. Le deuxième intendant, Jean Talon, lui marque. Hein? Jean Talon, c'est... Ben oui, on c'est connaît un le des noms marché les Jean plus... Talon à Montréal. Oui, puis c'est un des noms les plus récupérés dans l'histoire Mhm. du Canada, évidemment. Puis oui, ils font une brasserie. Et puis, ça a l'air assez ambitieux, son projet. On parle d'une production de quoi, 4000 barriques par année, ce qui est quand même gros pour la population de la Nouvelle-France. Quoique, je sais pas exactement c'est quoi comme mesure une barrique. Moi, j'imagine un baril d'à peu près 160 litres qui est plus ou moins conventionnel. Mhm. Ben, malheureusement, je saurais pas dire exactement c'est combien une barrique. Moi non plus. Si ça peut aider, une barrique dans la brasserie de Jean Talon se vend 25 livres. Mhm. J'imagine que ça aide pas du tout, mais c'est ce que je peux donner. Ben écoute, c'est déjà ça de gagner, hein? Mais ce qui est intéressant dans son projet, c'est lui veut faire boire de la bière aux proto-québécois de l'époque. Et puis, ben, Jean Talon, pour mettre les choses en perspective, c'est un gars qui a été déployé en Flandre pendant très longtemps. Puis ça, c'est à peu près à cheval entre le territoire de la France d'aujourd'hui puis le sud de la Belgique. Fait que c'est un gars qui a été en Belgique, à peu près. Là-bas, on boit plus de bière que de vin. Fait que je me dis, dans ces années de guerre, parce qu'il a fait la guerre, il était officier, je pense. Et puis, lui, il a été en Flandre, il a dû s'inspirer pas mal des techniques de brassage qu'il y avait là-bas pour arriver en Nouvelle-France et puis lancer sa première brasserie industrielle. Mais là, ce qui arrive, puis c'est là que je veux vraiment venir te solliciter. Il semble que sa brasserie, après 10 ans, ça n'existe juste plus. Il y a plus c'est fini. Ouais. Mais juste avant, pour revenir un peu sur Mhm. sur ce que tu disais, euh, sa brasserie, c'est pas lui qui brasse. Donc, il y a un projet. Mhm. Le projet, c'est d'avoir une brasserie dans le Canada. Mais c'est pas lui qui brasse. Il a jamais été brasseur ou même maître brasseur. Mhm. Il engage quelqu'un. Lui, c'est le patron. C'est le patron, Je exactement. comprends. C'est celui qui finance. Puis, une autre chose qui est très intéressante, puis ben, pourquoi pas présenter la bière, hein, tant que... Ben oui, tant qu'à parler de brassage, tant qu'à brasser des idées, on aimerait ça rappeler à nos auditeurs et à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, on est commandité. On s'est fait donner des bières par Dominion City, qui est une brasserie à Ottawa, un peu dans l'ouest d'Ottawa. Et puis, c'est une bière que moi, j'ai toujours aimée. Moi, ce que je bois, c'est de la Trouble in the Fields et une belle lager. Et toi, tu bois? Moi, c'est une Borrowed Ideas, qui est une J'adore ça. Pale Ale. Il y a toute une espèce de politesse anglo-saxonne derrière ça que je trouve absolument charmante. Ils sont bien gentils à aller les visiter. Ils ont un choix de bière assez grand. Et puis, ils sont à Ottawa, un peu dans l'ouest. On va laisser l'adresse Ben, en description sur le podcast. Hey, cheers en passant. cheers, On n'a cheers. pas fait de toast officiellement. Non, santé. Santé. Donc, Oh, oui. ouais, hein, on est Ouais. content. Très bonne. Ça rentre bien au poste. Bien fruité. Donc, c'est Oui, ça. On Jean parle de Talon. Jean Talon, Jean Talon, qui est ben oui. propriétaire, qui arrive avec le capital, avec Exact. l'ambition, une grande ambition, Mhm. mais ça marche pas. Non, mais aussi l'autre chose que je trouvais vraiment intéressante à mentionner, Mhm. c'est que en Nouvelle-France, contrairement à France, on consomme pas de la bière avec un régionalisme. Dans le sens, en France, on associe la consommation de bière avec les régions du Nord.
les régions qui, justement, ont moins facilement du vin. C'est ça. Ben, en Nouvelle-France, il n'y a pas de vin. Ben, je vais y revenir. Il n'y a pas beaucoup de vin. Et donc, on associe la bière avec des classes sociales. Et la classe sociale qui est privilégiée par Jean Talon, c'est le paysan. Une des hypothèses avancées, c'est que Jean Talon ouvre cette brasserie-là pour montrer aux Canadiens que ça vaut la peine de s'installer sur la terre, de cultiver du grain et d'utiliser les surplus de ce grain-là pour produire un produit qui est commercialisable. Donc, une façon de convaincre les gens de faire un... Ben, pas un retour à la terre, là, parce que c'est pas un retour, mais de s'installer sur la terre. Est-ce qu'on pourrait parler d'incitatif à la colonisation? Ben, indirectement. Comme un espèce de soft power de la colonisation, si on veut. Ben, écoute, pour moi, il semble que c'est créer plusieurs marchés en même temps. D'abord, donner une valeur ajoutée aux grands déplacements à travers l'Atlantique, puis en même temps, eh bien, donner un marché potentiel pour écouler des récoltes. Puis donner une boisson qui peut être vendable, sur laquelle il peut y avoir des taxes. Puis, Jean Talon a des grandes ambitions, là. Comme tu l'as dit, c'est très ambitieux. Il prévoit produire environ 4000 barriques par année. Et il prévoit en exporter même 2000 aux Antilles. Est-ce que c'était légal? Je te demande ça parce que la France était relativement mercantiliste à l'époque. C'est-à-dire le mercantilisme, c'est un concept économique dans lequel il y a une métropole, il y a une colonie. La colonie envoie des ressources naturelles, des biens non manufacturés, puis tout ce qui est bien manufacturier avec valeur ajoutée, ça vient de la métropole. Ben, c'est sûr que petit Joe au bord de la rue qui ferait ça, ça serait illégal. Mais dans ce cas-ci, je pense que je vais paraphraser Pompée qui dit qui êtes-vous qui citez la loi, nous qui possédons les armes? Mon Dieu! Et Jean Talon, qui dépend de personne en Nouvelle-France, je pense que c'est facile de penser qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. La loi, c'est moi. Oui, exact. Et d'ailleurs, ben, le gouverneur Frontenac, Château Frontenac, le gouverneur Frontenac, c'est quelqu'un qui s'oppose souvent à Jean Talon. Ah oui? Et qui pense que Jean Talon vend sa bière trop cher. Et il dit que ça serait plus facile de l'exporter et la commercialiser s'il la vendait 15 livres la barrique au lieu de 25 livres. Mais j'imagine Frontenac, le vieil officier français qui chiale littéralement. La bière est trop chère. Ben, c'est ça. C'est quelle étrange photo dans ma tête. C'est comme si c'était deux mondes qui s'opposaient. Mais Frontenac et Jean Talon ne s'entendent pas du tout. Là. Très sérieusement, ça marche pas. Ça a pas très bien été. La levure ne prend pas. Non, le brassage n'est pas bon. Tu sais, on associe les filles du roi à Jean Talon. Mais Jean Talon, c'est en fait celui qui propose qu'on arrête le programme des filles du roi. Et Frontenac va écrire à Colbert et dire non, faut continuer ça. Mais bon, pour d'autres raisons, ça arrête. Donc, sur beaucoup de problèmes importants dans la colonie, dont la bière. C'est un problème. Des fois, c'est une solution. Des fois, c'est un problème à la solution. Mais oui. Donc, oui, ils vont s'opposer souvent, mais c'est surtout que ces deux grosses têtes provenant de deux grands réseaux familiaux très puissants en France, c'est dans une société d'ancien régime, c'est sûr que ça va arriver. C'est l'extension de la politique dynastico-tribale de la France en Nouvelle-France, où est-ce qu'il n'y a pas grand monde pour les empêcher de littéralement se mener la guerre à l'un à l'autre, à taxes interposées. Puis ça, c'est vrai autant dans l'alimentation en Nouvelle-France que dans la bière, que dans n'importe quoi. Tout vient de la France. Tu sais, si on est à Québec, les goûts des élites, c'est les goûts des élites françaises. Les préoccupations des élites, c'est les préoccupations des élites françaises. La bière arrive un peu comme un cheveu sur le mou. Parce que... cette expression-là vient me toucher au cœur. Un cheveu sur le mou, je l'ai sélectionné spécifiquement. C'était parfait. Dans le fond, la bière, en Nouvelle-France, comme j'ai dit, les goûts sont ceux de la France. Et à ce moment-là, la bière en France, c'est populaire, mais pas tant que ça. Le vin. Le vin, c'est le numéro 1. Il n'y a pas de numéro 2. C'est le vin numéro 1, 2, 3, 4 puis 5. Et plus le vin est rouge, mieux c'est. Donc, en Nouvelle-France, c'est la même chose. On veut du vin. L'eau de vie. Il y a plein d'eau de vie possibles. C'est le numéro 2. La bière est très artisanale. Comme tu l'as dit dans d'autres épisodes, dans les sociétés pré-industrielles, la bière, c'est une production puis une
consommation artisanale à domicile. Hein. Mhm. C'est un projet de cuisine. Oui, absolument. C'est là que ça se fait. Mm. Et au début, pourquoi est-ce que la bière a beaucoup de succès? Pourquoi est-ce que Jean Talon se dit « Hey, je suis capable de faire une grande brasserie? » C'est que jusqu'aux années 1670 à peu près, c'est très difficile d'avoir des produits français. Mm. Et donc, on va s'alimenter à l'américaine au lieu de s'alimenter à l'européenne. C'est-à-dire qu'on mange des aliments très autochtones. Comme quoi? La farine de maïs, mettons. OK. La farine de maïs, les courges, Mm. les haricots, qui sont les trois sœurs. Ben, c'est ça à quoi je pensais. Tu as les courges, le maïs, et puis, attends, qu'est-ce que tu dis? Haricots, courges, maïs, c'est c'est ça? ça, les trois sœurs. Et je me souviens dans mes cours d'histoire là, que les fameuses trois sœurs poussent à 3 étages différents. Chaque étage protège l'autre. Oui, absolument fascinant. Moi qui adore les plantes, les trois sœurs, il n'y a rien de mieux. C'est bon, des courges. Je sais pas trop c'est quoi les bienfaits pour la santé d'une courge, mais c'est tellement facile à cuisiner, je trouve. Mais dans les trois sœurs, là, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est tellement fascinant parce que le maïs pousse rapidement et très haut. Mhm. Les haricots ont besoin d'un tuteur pour bien pousser. Ah. Le maïs, Ils ont besoin de se faire guider dans la vie, là. il pousse sur le maïs. Donc, Ouais. il pousse sur la tige du maïs. Le maïs demande énormément d'azote et les haricots donnent de l'azote au sol. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les deux ont besoin de beaucoup d'humidité. D'un sol bien drainé mais humide. La courge s'étend en largeur, fait une espèce de paillis naturel qui tue toutes les mauvaises herbes et Ouais. qui garde le sol humide. C'est une plante envahissante, une courge. Là, C'est ça. Moi, je jardine beaucoup, là, j'ai 3 jardins. Puis, quand je plante une courge, j'en plante une. Puis, je me prépare pour la guerre. Mais c'est ça. Donc, les trois sœurs, c'est juste incroyable. Là. Le mélange horticole, le mélange alimentaire, c'est sensationnel. Mais là, Mais- es-tu en train de me dire que les Européens s'adaptent aux méthodes d'agriculture des Autochtones? Oui. OK. Et donc, toute la façon de vivre à l'européenne n'existe pas tant que ça jusqu'en à peu près 1670. Mhm. Et après ça, pourquoi? Tu vois, tu demandais tout à l'heure, pourquoi est-ce que la brasserie de Jean Talon diminue? Raison 1, les exportations. Les importations, en fait. Les Parce- importations... Parce que quand Jean Talon ouvre sa brasserie, c'est très difficile d'avoir des produits européens. Mhm. Pour sa brasserie, Jean Talon fait venir 2 chaudières. Pas 12, pas 15, pas 20. Il y a de l'argent pour 2 chaudières. Pour Ça sa n'a pas bière. l'air, ça a pas l'air beaucoup. Je me sens pas impressionné quand j'entends ça. Justement, ça montre comment c'est difficile de faire venir des produits européens. OK, je comprends. Et donc, faire venir du vin, faire venir de l'eau de vie, très difficile. Mhm. Produire de la bière à maison, pas mal plus facile. Ben, il te faut un chaudron. Oui, un chaudron puis une cuve. Comment on fait ça, là? On brasse surtout par infusion. OK. On met la bière, on prépare le mou, si on veut. On fait cuire ça dans la chaudière, parce que la chaudière est en métal au lieu de en bois. Mhm. Et on fait bouillir le mou. On le fait bouillir assez longtemps pour qu'il change de couleur. Plus il bout longtemps, plus il devient rouge. Rouge, pas brun. Rouge, comme penserait de la bière qu'il- rousse, si on veut. Là. Intéressant. Après ça, on le met dans la cuve, et c'est là qu'il fermente. Et on n'utilise pas de levure. J'allais te demander si on mettait du houblon dedans. Oui, il y a du houblon, puis en fait, il y a beaucoup de houblon qui pousse au Canada. À cette époque-là? À cette époque-là. Il y a du Sérieux? houblon naturel. Ah oui. Il va arrêter d'être utilisé. Donc, le houblon qu'on utilise aujourd'hui, c'est plus le même. Mhm. Mais à cette époque-là, il y a du houblon qui pousse. Est-ce que c'est un houblon natif? Oui, c'est un houblon natif. Là. Dans le fond, Champlain, quand il arrive en 1603, trouve il du remarque. houblon. Wow. C'est vraiment, je te demande ça parce que je trouve ça absolument fascinant, le houblon. Puis ce que tu me dis, ça a quand même des implications géopolitiques assez importantes. Ben, pas géopolitiques, mais Géopolitique. peut-être. La guerre du houblon. la Ben, fameuse. peut-être. Ça a des implications pour le monde de la bière, définitivement, mais ça a des implications pour le côté universel de la consommation de l'alcool. Parce que des cultures qui ne se connaissent pas ont découvert l'alcool à peu près en même temps, là, à l'échelle du même millénaire, mettons, il y a plein de millénaires. Mhm. Puis, Mais si tu me permets, on va y revenir à cette question-là. J'ai plein de choses intéressantes. Mais, ben, je t'écoute. mais sur le houblon en soi, Mhm. on a même retrouvé, avant que j'oublie, là, les archéologues de l'Université Laval ont retrouvé dans un ancien drain de l'ancienne brasserie de Talon des grains de houblon.
Donc, on sait que dès 1666, ils utilisent du houblon dans ces bières. C'est difficile de savoir avant qui en utilise, mais on pense que dès les débuts de la bière en Nouvelle-France, il y a du houblon. La chose qu'il n'y a pas, c'est de la levure. Mhm. Puis là, tu vas me dire, on peut pas faire de bière sans levure, mais il y a de la levure dans l'air, il y a de la moisissure, il y a... Ouais, toi-même, tu es envahi par la levure en ce moment. Moi, je suis mon propre microcosme de levure, puis toi aussi. Puis là, il y a des gens avec nous dans la pièce, ils sont leur propre microcosme de levure. Il y a de la levure dans le fond qui est toujours prête à l'action. Tu sais, tu prends le raisin le raisin qu'on utilise pour faire du vin, ben sur le raisin, il y a de la levure. Mhm. Donc, à ce moment-là, la bière, c'est vraiment une fermentation à l'air libre. Mhm. On le met dans la cave. Ben, il n'y a pas vraiment de cave à ce moment-là. Les maisons ne sont pas encore On équipées. peut dire un caveau, un souterrain ou un sous-sol. Oui, ben, les sous-sols voûtés existent, mais plus vers la fin de la Nouvelle-France. OK. À ce moment-là, c'est vraiment comme à l'air libre. On trouve un endroit où l'air est pur, parce qu'on n'a pas la même notion de pureté. Et on laisse fermenter entre 15 et 120 jours, dépendamment de ce qu'on veut. Ben, ça dépend de la pureté de l'air, ça dépend de la levure, tout ça. Et après ça, la bière est prête. On fait fermenter ça dans un pot scellé, là, je suppose? Non, à l'air ouvert dans une cuve en bois. Pendant combien de jours? 15 à 120. Mon Dieu, mais c'est fou raide. Je Oui, veux dire, mais- je lis pas mal là, sur les techniques de fermentation puis de brassage en Allemagne puis en Europe centrale au Moyen Âge. J'ai Mais pas vu c'est cette parce qu'il technique-là. faut penser qu'une cuve, ça vaut quelques Ouais. milliers de livres. C'est ça. J'ai vu des prix quelque chose comme 2800 livres pour une cuve. Ouais, ben c'est que le matériel lui-même est super cher. C'est ça. Et d'ailleurs, on va le louer plus souvent que l'acheter. La plupart des brasseurs ne sont pas propriétaires du matériel. Jean Talon est propriétaire, mais il y a des brasseurs depuis longtemps. Mhm. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais là, sur toutes les sociétés qui ont découvert, quelque chose, moi, qui m'a surpris, c'est que les Autochtones du nord-est de l'Amérique, donc ceux de notre région, ont jamais eu d'alcool. Jamais. Jamais. Avant l'arrivée des Européens. Plus au sud, il y en a qui font de l'alcool à base de maïs. Mhm. Et même, il y a certains historiens de l'histoire de l'environnement, je ne sais pas trop comment les appeler. Un moment Il y a donné, toutes sortes d'historiens. c'est aujourd'hui. multidisciplinaire. C'est ça, oui. mais qui pensent que le maïs naît des Autochtones qui essaient de créer de l'alcool. Ouais. Ça, c'est un débat qui date des années 1960. Il y a un... écoute, je sais pas si c'est un archéologue ou un anthropologue, mais il s'appelle Sauer. C'est ça, c'est son nom de famille. Puis lui, il émet Il a la donné thèse... son nom à une bière, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça, non! Si tu penses ça, c'est que j'ai échoué dans ma mission. Écoute, non, c'est un gars qui a publié une couple de documents pour dire que, grosso modo, l'apport nutritionnel des premières céréales qui étaient disponibles euh, au début de l'ère de la sédentarisation était probablement trop bas pour faire du pain, pour donner de la nourriture. Fait que les premières céréales, selon lui, puis là, il se base beaucoup sur le bassin méditerranéen puis le Moyen-Orient, donc la Mésopotamie, où est-ce que commence une bonne part de notre aventure civilisationnelle. Lui il dit que ce genre de grain-là qui était disponible avait pas assez de nutriments pour faire du pain. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est très probable en réalité que la motivation principale de l'arrimage à la terre, si on veut, ça a été la consommation de bière. Puis quand je dis consommation de bière, je veux vraiment pas dire se pacter la face pendant une semaine. Absolument. Je veux dire deux choses. Boire sans avoir une diarrhée terminale, puis communier avec les dieux. Ouais. Mais tu vois, la raison que tu évoques là, puis Mhm. ça a beaucoup de sens, c'est une des raisons que Jean Talon a nommé. Faire une brasserie pour convaincre les gens de s'installer sur la terre. Ouais. Donc, Oh, ben oui. son but, c'est que Ben les oui. gens s'installent sur la terre et il leur dit, ben, vous allez être capable de produire de la bière si vous installez. Et, mais aussi, l'autre chose qui est intéressante dans ce que tu as dit, c'est que, comme tu as dit, quand les céréales sont trop pauvres, Mhm. on pense que la plante qui va éventuellement donner le maïs, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, mais la plante qui va éventuellement donner le maïs, on fait son alcool à partir de ses tiges et non de ses fruits. Et, évidemment, et éventuellement, ça devient le maïs tel qu'on le connaît avec des gros fruits, les blés d'Inde. Mais une fois que c'est les gros fruits, ben, en tout cas dans le nord-est de l'Amérique, les Autochtones du nord-est de l'Amérique,
ont du maïs en quantité industrielle, Mais attends, mais ne font pas d'alcool. juste pour que je comprenne bien, tu me disais qu'il y a une époque où on n'utilisait pas le maïs lui-même, c'est-à-dire le fruit, mais la tige, pour, mettons, Oui. pour obtenir des sucres fermentables. Exact. Wow. Oui, dans le fond, c'est ça. J'ai oublié le nom, là, mais c'est l'ancêtre de la plante qui va évoluer pour donner Zea maïs, qui est le maïs tel qu'on le connaît. Ben, moi, ça me fait penser à l'Amérique du Sud, au Pérou puis à l'Argentine, dans ce coin-là. Il y a une boisson alcoolisée à base de maïs qui est extrêmement rituelle. Genre, c'est une offrande, dans le fond, aux dieux. Puis, cette plante-là qui nous donne la boisson, à l'origine, c'était une de ces céréales-là qui était trop pauvre en nutriments pour justifier le pain. Or, plusieurs empires, l'empire des Incas, par exemple, s'est bâti en partie sur le contrôle des biens de production brassicole, où est-ce que l'empereur qui était capable de mobiliser les ressources pour faire cette bière-là, qui était rituelle, qui était une bière, évidemment, ben, d'hydratation pour boire, mais qui avait aussi un rôle symbolique assez important, ben, cet empereur-là générait du capital politique, du capital, de la finance, de l'influence, en contrôlant les moyens de production. Je ne veux pas en faire un commentaire strictement marxiste, là, mais c'était littéralement le cas. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'anthropologues qui, depuis les années 1960, depuis le débat dont je te parlais, regardent la bière comme étant un système d'échange, un système de faveur, comme étant une façon de regarder les dynamiques des sociétés pré-industrielles dans lesquelles la capacité de créer une ébriété rassembleuse était en réalité la manifestation d'un certain pouvoir et d'une certaine influence. Puis, il y a toutes sortes d'études intéressantes qui ont été faites avec ça, qui nous font redécouvrir un peu des sociétés. Puis pour clore la boucle, c'est des céréales qui auraient été des ancêtres du maïs moderne, qui auraient été bien moins intéressantes, mettons, pour faire du pain. C'est parce que le maïs moderne, ses fruits sont presque idéaux pour faire de la farine. Ouais. Et quand je disais tout à l'heure que les premiers Français sur le continent adoptent une alimentation européenne, c'est beaucoup ça, du pain sans levain, la tortilla dans le fond, Ben oui. qui est faite à base de farine de maïs. Et est-ce qu'on se met à faire pousser beaucoup de maïs au début de la Nouvelle-France? Au début, oui. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure avec Jean Talon. On en fait pousser beaucoup parce qu'on n'a rien d'autre. Puis à Montréal, c'est encore pire. Ça pousse-tu mal? Est-ce que c'est difficile de faire pousser des choses? Non, ça pousse très bien. Ce qui est difficile, c'est d'avoir les produits européens. Parce que faut penser que le bateau arrive de l'Atlantique, s'arrête à Québec. Débarque beaucoup, surtout que Québec est beaucoup plus populeuse que Montréal. 2 à 3 fois la population. OK. S'arrête à Trois-Rivières, deuxième port. Fait que Montréal, c'est pas la priorité. Ils ont pas... Non. Mais Montréal, ce qu'il y a, c'est une plus longue saison de pousse. Ouais, ben oui. Un sol plus riche. Ben oui. Et beaucoup plus d'apports autochtones. Ben oui. Donc, Montréal va être plus touché par l'alimentation à l'autochtone. Puis, même si la bière n'a pas rapport avec l'alimentation à l'autochtone, va suivre le même trajet. C'est-à-dire que Talon, à partir des années 1670, ça devient très difficile. Parce que là, les produits européens arrivent en grande quantité. Et qu'est-ce que les Européens à Montréal préfèrent? Le vin, l'eau de vie. Donc, la bière va un peu péricliter dès les années 1670. La brasserie de Jean Talon va fermer en 1676 parce que c'était trop ambitieux, tout simplement. Ça, à ce moment-là, Québec, c'est quelque chose comme 400 habitants. 2000 barriques de bière pour 400 habitants. On est presque au niveau de la République tchèque. Et tu disais dans un autre épisode que la République tchèque était... consommait beaucoup de bière. C'est le premier pays par consommation par tête de pipe au monde. C'est ça. Mais c'est ça. Bref, la consommation de la bière va avoir une apogée autour des années 1700, début 1700. 1701-1713, c'est considéré un peu comme l'apogée de la bière en Nouvelle-France. Okay. Parce que c'est la guerre de succession d'Espagne. On a le roi Charles II. Et ça, si vous avez jamais vu une photo du roi Charles II, allez voir. Il est magnifique, hein? Avoue-le, il est magnifique. C'est l'équivalent de si tous les Targaryens avaient fait un enfant ensemble. OK, fait que c'est comme, genre, l'apothéose de l'inceste. Ah, c'est 2 fois ça. Allez le voir, vous allez tout comprendre. Tapez Charles II d'Espagne. Il y a une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est que tu nous compares un souverain espagnol. Non, il était... Non, mais parce que c'est quand même important parce que, dans le fond, lui, c'est sûr qu'il va décéder.
Il est tellement... il est tellement incestueux, il est stérile. C'est sûr qu'il fera pas d'enfant. C'est sûr qu'il va mourir jeune. Mhm. Et le plus proche parent, c'est le petit-fils de Louis XIV. Et là, ben évidemment, les rois européens sont pas trop à l'aise que Louis XIV contrôle la France et l'Espagne. On veut pas que le petit-fils de Louis XIV aille Devienne sur le roi trône d'Espagne. de l'Espagne. Parce qu'il est aussi prétendant au trône de France. Ça serait juste... Il a quel âge, son petit-fils? C'est-tu Oh, un petit gars de 8 ans qui joue au bloc Lego? Probablement, je Ok. sais pas exactement. Fait que Mais dans le bref, fond, c'est- quand, ok. quand Charles II d'Espagne meurt, Ouais. inévitablement, là, il y a une guerre qui s'enclenche partout en Europe. Et Uh-huh. cette guerre-là, c'est la première guerre qui voit la Nouvelle-France reculer. C'est là que l'Acadie est perdue. Ouais. C'est là que la baie d'Hudson est perdue. Ça, c'est 1750. 1701 à 1713. Ok, ouais, j'étais un peu dans le champ. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a un blocage du commerce. Et là, il n'y a plus de vin, il n'y a plus d'eau de vie qui arrive. Mhm. Les brasseries à Montréal se multiplient. La première brasserie montréalaise, c'est là qu'elle a son âge d'or. C'est pour les Montréalais et Montréalaises qui nous écoutent, c'est sur la Pointe-à-Calière. C'est la brasserie de l'hôpital général des Frères Charon. Parce que- Attends, t'es en train de me dire qu'il y a un hôpital qui a sa propre brasserie? Oui, absolument. Ben, c'est parce que les hôpitaux sont gérés par des communautés religieuses. Les communautés religieuses brassent de la bière. Oui, comme les monastères en Europe. Exact. Wow. Et l'hôpital des Frères Charon ou l'hôpital général, ça porte les deux noms, sur la Pointe-à-Calière, ben, a sa propre brasserie. Hmm. Et cette brasserie-là, si je me trompe pas, c'est le brasseur Louis Prudhomme, qui est le premier brasseur montréalais. Prudhomme, c'est le nom de notre producteur. Bon, Il est sur son cellulaire, il regarde d'autres tout, choses. tout revient toujours. Hein? C'est ça, ben, tous les chemins Tout mènent est dans tout. au nom Prudhomme. Oui, c'est ça. Mais oui, fait que c'est l'âge d'or de la bière. Après ça, ça va rapidement décliner. Hein. La brasserie de Jean Talon est décédée. Mhm. Est terminée. Je pense qu'elle est convertie en étable ou en écurie. Oui, ça a du sens, en fait. Ouais. Puis la brasserie des Frères Charon, je pense qu'elle ferme en 1735. Là. Ça périclite. Et est-ce que ça correspond à une époque où est-ce que ben, les importations européennes recommencent à monter? Exact. Je comprends. Parce que, dans le fond, le vin coûte trop cher à faire importer. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On boit de la bière. C'est Mhm. aussi un peu l'âge d'or du cidre, l'âge d'or de la bière d'épinette, Mhm. qui est une bière somme toute légère, qui a toujours existé en Nouvelle-France. Là. Ouais. La bière d'épinette, il y en a sur toutes les tables, mais il y en a plus dans des grands temps de conflits qui font monter les prix. Un petit peu plus facile de faire dans une perspective, mettons, de difficulté d'avoir un champ qui fonctionne bien puis qui donne de la nourriture de façon prévisible parce que, écoute, c'est des épinettes là, qu'à l'intérieur. T'as pas nécessairement du blé dedans, t'as de l'épinette. Puis ce qui est intéressant avec l'épinette, c'est que je ne crois pas me tromper. euh, Ça se mange. Ça veut dire c'est bon pour la santé. C'est un type d'arbre. C'est dans une famille d'arbres où est-ce que tu peux manger pas mal tout dans l'arbre. Je sais que C'est ça a possible, l'air c'est possible. complètement Ben, la bière contre-intuitif. d'épinette, c'est essentiellement une infusion Ouais. d'épinette. Ouais, ben, je regardais une recette à un moment donné de bière d'épinette par un gars qui connaît bien tu sais, les recettes historiques de bière d'épinette. Puis lui, il disait tu prends tes branches de sapin, puis tu les mets dans de l'eau chaude, tu les fais bouillir, puis à un moment donné, tu mets ta levure dedans, et puis voilà, tu as ta bière d'épinette. Tu Mhm. mets des branches d'épinette. Mhm. Ça donne presque pas d'alcool. C'est ça. Ça donne presque pas d'alcool, mais Ouais. justement, c'est vu comme une bière légère. C'est ça. Parce qu'à cette époque-là, ben, l'alcool est vu comme quelque chose qui échauffe les sangs. C'est vu comme quelque chose qui échauffe. Et c'est bon pour ça. Est-ce que c'est tabou, par contre, en Nouvelle-France, mettons, Non. par rapport à la France? Est-ce qu'on a Non, des- la seule chose, dans le fond, pour bien comprendre ça, c'est qu'on fonctionne à ce moment-là sur la théorie des humeurs. Il y a des fluides dans notre corps. Mhm, Et tout est une question de balance de fluide puis de température dans notre corps. mhm. Et donc, la bière, et surtout le vin, en fait, le vin, l'eau de vie, mais aussi la bière, par extension, échauffe le sang, donne de la chaleur. C'est un bien des fois. C'est un bien pour les hommes, pas pour les femmes. Parce que pour les femmes, ils sont déjà échauffés. Ajoutez beaucoup de guillemets. Oui, pour ceux qui ne nous voient pas, Oui, c'est vrai, il y a beaucoup je- de mouvements gestuels, Ça- de guillemets en Ça ce fait moment. quelques minutes que je fais des guillemets. Ouais, il y a beaucoup de guillemets. Mais oui, dans le fond, c'est que on voit que les femmes, c'est pas bien vu qu'ils boivent de la bière parce que c'est pas bon pour leur balance d'humeur. Évidemment, c'est une explication très paternaliste. Ouais. Ça n'a rien à voir avec rien. Et d'ailleurs, il y a une vingtaine de brasseurs et maîtres brasseurs dans l'histoire de la Nouvelle-France.
aucun qui est une femme. Hmm. Mais l'historienne Catherine Ferland a étudié cette question-là et arrive à la conclusion que c'est les femmes qui possèdent le savoir. C'est-à-dire que presque tous les brasseurs viennent les femmes de presque tous les brasseurs de la Nouvelle-France viennent de régions brassicoles en France. Ah ah! Mais ils n'ont pas le droit de posséder le titre. Ouais, parce que la propriété, ou en tout cas la loi sur la propriété, est clairement pas de leur côté. Pire, à cette époque-là, il y a une perception comme quoi les règles, les menstruations, font gâcher la fermentation de la bière. Donc, notre petit maître brasseur en Nouvelle-France qui travaille dans dans sa brasserie ou en tout cas dans son caveau où est-ce qu'il y a de la bière, il dit à sa femme, t'as pas le droit d'être là, va-t'en. Exact. Parce que, mais ça, si vous avez des grands-parents, des arrière-grands-parents, demandez-leur. C'est une perception qui, jusqu'au milieu des années 1900, c'est encore répandu. Qu'une femme qui a ses règles fait virer la crème, fait tourner le lait. Ouais. Tout ce qui demande la fermentation est raté par une femme qui a ses règles. Et selon Catherine Ferland, c'est une des explications pourquoi les femmes sont tellement impliquées dans l'industrie brassicole de la Nouvelle-France sans qu'ils ne soient jamais la personne clé. Ils sont impliqués, mais ils sont pas visibles. Exact. Ouais. Mais dans les cabarets, elles sont très présentes. Parce que, ben, évidemment, Il y a Montréal... des cabarets en Nouvelle-France? Absolument. Puis quand on dit cabaret, moi j'imagine un casino à Chicago en 1950 dans lequel la mafia discute de leur prochain deal d'OPA agressive dans une autre ville. À quel point est-ce que je suis dans le champ, dans le fond? C'est ça ma question. À quel point est-ce que je suis dans le champ? On commence à avoir une roue dans le gravel, en tout cas, ça c'est sûr. OK. Mais il y a deux types d'établissements. Il y a les auberges, il y a les cabarets. Les deux servent de la bière. Les deux sont réglementés. Dans le fond, c'est que les auberges, c'est vu comme pour les visiteurs. Donc, c'est ce qu'on verrait dans un roman fantastique. Là. La roue du temps, la Seigneur des Anneaux. La place où ils servent de la bière, puis tu couches là. Ouais. Dans lequel il y a toujours un étranger dont le visage est caché par un Exact. capuchon qui te regarde en fumant sa pipe, puis tu sais pas si c'est ton allié ou si c'est ton ennemi. Tu le sauras pas jusqu'à ce qu'il y ait une menace. C'est ça. Non, mais c'est important, là. Oui, C'est important de préciser ça. Les cabarets, eux, c'est pour les locaux. Fait que les cabarets sont fréquentés matin, midi, soir. Mais soir avant 9h. Ça ferme à 9h. C'est pas comme des bars à la Chicago. C'est comme des lieux de sociabilité pour les hommes, évidemment. Quoique, on pense qu'environ 5% de la clientèle est féminine, mais c'est plus rare. Mais les hommes, avant d'aller travailler, vont boire une bière. À l'heure du midi, vont boire une bière. À la fin du travail, vont boire une bière. C'est tous des moments de sociabilité. Puis ça, c'est 18, 19e siècle? 18e, 17e, 18e. OK. Dans le fond, la Nouvelle-France. Là, le Montréal de la Nouvelle-France. OK. Jusqu'à 1760. Mais j'imagine que ça se perpétue après. Là. Je Ok. sais juste pas, mais j'imagine. Mais, tu sais, les gens de bière... non, pardon, les gens de bien... qu'est-ce que je viens de dire là, moi? Les gens de bien, les gens qui ont des professions notables, mettons... les gens qui ont des métiers, des professions comme, je sais pas moi, dentiste, docteur, les lettrés, bref, ils fréquentent ce genre d'établissement-là? C'est sûr que plus on monte dans les couches sociales, plus c'est le vin qui domine. OK. Vin eau de vie, évidemment. L'eau de vie est un élément clé de tout déjeuner de tout Canadien qui se respecte. C'est-à-dire un pain trempé dans de l'eau de vie ou quelque chose comme ça. C'est un déjeuner très, très commun. Là, tu me parles de petits whisky fait maison, là. Oui. C'est souvent des eaux de vie faites à base de grains. OK. Donc, justement, les restants de grains, on les passe à l'alambic. Oui. Parce que dans ce monde-là, on recycle, savez-vous? On recycle! On n'a pas appris. Mais bref, on y va. Matin, midi, soir, c'est vraiment pas mal vu. Ce qui est mal vu, c'est quand on est sous, les comportements qu'on fait. Donc, c'est pas le fait d'être sous. En Nouvelle-France, en fait, ce qui est appelé l'ivrognerie, c'est les actes malveillants qu'on fait une fois sous. Donc, c'est pas le statut d'ébriété, c'est l'incapacité d'être ivre sans faire des choses répréhensibles. C'est ça. C'est de ne pas savoir se tenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... c'est ça. En fait, c'est ne pas être capable de tenir son alcool. Parce qu'il me semble que jusqu'au 19e siècle,
Jusqu'à la fin du 19e siècle, particulièrement en Angleterre, aux États-Unis, euh, l'alcoolisme change de définition. Oui, absolument. Il est attendu d'un gentleman, mettons, pour utiliser ce mot-là qui veut tout dire et rien dire, mais qui est tellement familier et tellement utile. Euh, c'est attendu que tu puisses tenir ton alcool, c'est une question d'honneur. Et c'est une question de déshonneur si tu ne tiens pas ton alcool. Mais ce qui est implicite là-dedans, ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y a des rites qui supposent la consommation d'alcool ou qui même parfois l'exigent. Des rites de passage, des rites d'adhésion, des rites de passation d'un moment à un autre de ta vie. Bref, des rites de passage extrêmement importants dans lesquels l'alcool, ou en tout cas ta réaction à l'alcool est un peu la preuve de ton caractère. Puis à un moment donné, au 20e siècle, non, pardon, à la fin du 19e siècle, ça change. Il y a l'époque victorienne en Angleterre où est-ce que l'alcool, tout d'un coup, ça devient un gros problème. Et aux États-Unis, ben là, ça va être Mhm. la Ligue anti-saloon. Ouais, mais en Ancien Régime, en tout cas en Nouvelle-France, l'Ancien Régime, il Mhm. n'y a pas cette même C'est conception-là. ça. Parce que la bière, c'est bien. C'est une bonne chose. Ben oui, c'est nutritif. C'est nutritif. Évidemment, c'est pas comme une bière gruau, comme, disons, à l'époque de l'Égypte antique. Mhm. C'est une bière liquide, c'est une bière filtrée, tout ça. Je disais pas tout à l'heure, mais dans les cuves, les chaudières, des fois, il y a des fonds troués pour Mhm. filtrer. Sauf que la bière est vue comme nutritive et la bière est vue comme un aliment qui permet de rejeter ce qui est toxique dans le corps. Oh. Parce que, évidemment, la bière, c'est diurétique. Hein? Mhm. D'ailleurs, il y a un livre sur comment entretenir la maison traditionnelle en France, quelque chose comme ça, du 17e, qui dit une bonne bière, c'est une bière qui fait pisser. Wow. Parce que on a l'impression que si on boit plus de bière, on pisse plus de choses toxiques. Parce que l'urine est un canal d'évacuation du méchant. Ce qui est pas Oui, ben faux. comme je disais tout à l'heure, l'équilibre des liquides Ouais. dans le corps, l'équilibre des Ben oui. chaleurs, l'équilibre de tout ça. Donc, Mhm. la bière fait pisser, c'est une bonne chose. Ça fait sortir le méchant. C'est presque convaincant. J'y crois presque. Parce que c'est tellement simple. Et pourtant, tu sais, ce qui arrive, c'est que quand tu bois de l'alcool, tu le métabolises. Puis dans le processus d'absorption de l'alcool, tu crées des nouvelles composantes, puis tu crées des nouvelles agglomérations, mettons, de molécules. Puis une des choses qui arrive, c'est que tu vas créer deux nouveaux sous-produits, puis ces deux sous-produits-là, le premier en particulier, que je suis pas capable de prononcer le nom parce que c'est ben trop compliqué, mais lui, il est tout aussi toxique. Il faut que tu l'évacues le plus rapidement possible. Puis la façon dont le corps se débarrasse de l'alcool, c'est qu'il va aller chercher des atomes d'hydrogène, puis il va les plugger dans l'éthanol. Mais où est-ce qu'il prend l'hydrogène? Il le prend dans l'eau. Fait que, ouais, pour métaboliser ton alcool, tu as besoin de beaucoup d'eau. Puis c'est ça qui fait que Mhm, c'est diurétique. Parce que tu as besoin d'aller puiser dans tes réserves d'eau. Mais là, si tu enlèves ton hydrogène dans de l'eau, c'est plus de l'eau. Fait qu'il te faut de l'eau. mhm. Puis ça, c'est vraiment paradoxal parce que Psst. si tu veux te remettre d'une cuite ou t'empêcher de tomber dans une cuite, il faut que tu boives de l'eau à la place de l'alcool. Oui, puis c'est ça une des grandes différences entre, mettons, en Nouvelle-France, la bière et l'eau de vie. Ouais. Parce que la bière est riche en eau, on s'entend. Ouais, ben oui. C'est essentiellement de l'eau. Ouais. Et surtout, la bière en Nouvelle-France, comme c'est des levures de l'air, c'est une bière assez légère. On n'a pas d'idée de pourcentage parce que c'est impossible à savoir maintenant, là, Mm. mais c'est une bière assez légère. L'eau de vie, par exemple, c'est concentré, très peu de liquide. Ouais, oui. Donc, l'eau de vie, c'est quelque chose de pharmaceutique. C'est-à-dire que l'élite aristocratique urbaine boit beaucoup d'eau de vie. Mais dès qu'on sort de cette classe sociale, l'eau de vie est au déjeuner et quand on est malade. Hmm. C'est un médicament. Ouais. Parce que ça réchauffe le corps. Hein. On sait que la fièvre, ça réchauffe pour guérir d'une maladie. Mhm. Fait qu'on a l'impression que quand on boit de l'eau de vie, on boit une coupe de shooter de 40%, on a le front chaud. Ah, Ouais. ben c'est bien. On recrée les conditions de la fièvre, dans le fond. Exact. Ah, c'est fou, raide. Moi, ça me fait penser à l'invention de la vodka en Russie. Dans les premières sources écrites de la vodka, tu sais, on en parle comme étant essentiellement ce que tu viens de dire, un médicament. Mhm. À l'époque moderne, en Europe, c'est généralement ça. Le vin, la bière sont des boissons quotidiennes. Mhm. L'eau de vie est plus liée justement à la pharmacopée, Mhm. à la guérison. Ouais.
Puis c'est fascinant ce que ça a fait dans l'histoire de l'humanité, la démocratisation de l'eau de vie, parce que l'eau de vie est devenue plus cheap que la bière. Et puis, ben, côté alcoolisme, les dangers sont extrêmes. Il y a un historien, non, plutôt un philosophe de la Colombie-Britannique, dont une famille, c'est Slingerhand, je pense, qui a écrit un livre genre euh, Drink. Et puis, ça relate en fait les problèmes posés par l'alcool, puis le fait que ben, l'humanité, génétiquement, n'est pas préparée à la disponibilité très largement répandue d'un alcool à 40%. Mhm. Nous, en tant que singes, essentiellement, il y a plusieurs millions d'années, on a développé une espèce de code génétique qui nous permet de métaboliser l'alcool très rapidement par rapport à d'autres singes. Ce qui fait qu'on est capable de boire de l'alcool, puis que ça a des avantages évolutionnaires, comme par exemple L'apport calorique. l'apport calorique de sucre. Mhm. Parce que faut pas oublier que dans la nature, un fruit mûr, ça commence à fermenter. Fait que, dans le fond, l'esprit humain a fini par associer la récompense du sucre avec la senteur de l'alcool. Puis ça, ben, ça nous aurait porté à aller chercher plus de sucre, à être plus entreprenant, à prendre plus de risques calculés. Mhm. Fait que ça, c'est une très, très, très grande théorie, puis on pourrait dire que c'est une digression. En fait, je sais même pas d'où est-ce que je suis parti avec la digression, parce que j'ai l'impression que je suis allé vraiment loin. Je nous ai amené des millions d'années en arrière. Mais c'est vrai, on parlait de la brasserie Oui. Mais bref, en à Nouvelle-France. Montréal, il y a quand même beaucoup de micro-brasseries avant l'heure, de mini brasseries, c'est-à-dire des Mhm, brasseries domestiques. mhm, Donc, on emprunte le matériel. On loue le matériel plus souvent. On mhm. loue aussi des terres à houblon. Parce qu'il faut penser qu'à Montréal, à cette époque-là, même dans la ville, il y a plein de jardins. Il y a Ouais. beaucoup plus d'espace de jardin que d'espace de maison Ah, oui. dans la ville. Oui, parce que chaque communauté religieuse occupe... je pense que plus tard dans le siècle, les communautés religieuses occupent quelque chose comme la moitié de la ville. Ça Comme m'étonnerait pas. 6-7 communautés religieuses. Et le gros des terrains, c'est des jardins et des vergers. Et puis, est-ce que Puis, c'est surtout des communautés religieuses qui possèdent des terres à houblon? ben, je suis pas certain. C'est une bonne question. Mais Mhm, je sais que plusieurs des grandes communautés religieuses possèdent des terres à houblon. mhm. Et je sais que beaucoup d'habitants louent ces terres à houblon. Fait que j'aurais tendance à dire que, sans dire exclusivement, majoritairement, oui. Mais peu importe, il y a beaucoup de terres à houblon Oui, à Montréal puis autour de Montréal. c'est ça. Et bref, à Montréal, il y a beaucoup de gens qui produisent un peu de bière. Pour des cabarets, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cabarets. Mais aussi pour les militaires. Et il y a même plusieurs cabarets pour les Autochtones autour de Montréal. Est-ce que c'est juste pour les Autochtones ou est-ce que c'est des établissements dans lesquels tout le monde peut y aller, y compris les Autochtones? C'est des établissements à proximité des terres des Autochtones. Donc, OK. est-ce que c'est exclusivement pour les Autochtones? Je ne sais pas. Par contre, c'est majoritairement, très majoritairement des Autochtones qui y vont parce que c'est comme si aujourd'hui on mettait un bar dans Ganawake, ben ce serait majoritairement des Autochtones. Ouais, je comprends. Et à ce moment-là, à Montréal, il y a plusieurs endroits qui sont réservés pour les Autochtones, Mhm. comme ce qui est aujourd'hui le Collège de Montréal ou ce qui est aujourd'hui le Saut Récollet. C'était des endroits... des réserves n'existaient pas à ce moment-là, mais ce serait essentiellement ça. Ce qu'on appelle... on appelait ça des missions, dans le fond. Est-ce que les missions étaient fondées par des communautés religieuses? Absolument. OK. Absolument. Surtout les Sulpiciens. Autour de Montréal, OK. c'était surtout les Sulpiciens. Sulpiciens qui, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais sont les seigneurs de Montréal. Donc, ce sont ceux qui possèdent l'île. Wow. Mais les Sulpiciens, c'est une communauté religieuse Absolument. qui sont aussi en même temps des seigneurs. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Par exemple, Laval, la ville de Laval, Ouais. s'appelle l'île Jésus parce que les seigneurs, c'est les Jésuites. Wow. Les Jésuites qui sont parmi les grands producteurs de bière, d'ailleurs, Oui. en Il Nouvelle-France. ne faut pas le dire. Ben, ça me rappelle en fait l'image de nombreux monastères belges et allemands dans lesquels c'est depuis très 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 longtemps des communautés religieuses qui brassent de l'excellente bière. Mais tout ça nous ramène à l'aventure de Jean Talon, Ouais. qui lui un jour décida de faire une énorme brasserie et qui, pour les raisons que tu nous as données, a commencé à péricliter.
Puis ce que je retiens, moi, c'est que la guerre de succession d'Espagne, avec ton ami, comment, Charles II qui s'appelait? Oui, Charles II d'Espagne. Charles Allez II. voir, c'est Charles II, incroyable. dont apparemment le portrait est absolument Si jamais sublime. au montage, on est capable d'en rajouter, de rajouter une Probablement image, qu'on va avoir un lien vers Charles je II. pense que son Parce que menton, tu me donnes envie de voir son Charles II. menton, c'est Je veux quatre- pas le voir, mais tu me son donnes envie. menton, c'est 4 Guillaume Lepage à peu près. Oh mon Dieu, est-ce que ça se dit ça? Est-ce que c'est permis de dire ça? Mais je comprends qu'il y a quelque chose de sidérant avec, Oui. avec son apparition visuelle. On va mettre ça au montage, quelque part, à un moment donné. Fait que, écoute... Mais on a- oui. on- Fait que, bref, la guerre de succession d'Espagne, ce qu'elle Ben fait, oui. c'est qu'elle empêche d'importer les produits que les Français, dans la vallée du Saint-Laurent, aimeraient avoir, Ben oui. comme le vin et l'eau de vie. Et donc, comme c'est impossible de s'en procurer par les méthodes faciles, c'est-à-dire l'importation, ben là, ça devient plus payant de produire de la bière. Ouais. Parce que la production de bière, tu peux la faire à la maison avec une chaudière et une cuve. Ouais. Et donc, dans la cuisine, dans le coin de la cuisine, on fait de la bière. Et donc, c'est pas grave si l'importation, ça coûte trop cher. On en a plus besoin. Mhm. Et donc, quand l'importation revient au menu du jour, ben, l'industrie de la bière périclite. Et ça, L'industrie de la bière va juste ressurgir à la toute fin du 18e siècle avec la brasserie Molson. Ah, oh, Mais la c'est pour une autre fameuse prochaine brosse. fois. Oui, je pense que c'est pour un autre épisode. Mais la grande leçon ici, c'est que, comme dans bien des cas, la nécessité est mère de l'invention. Donc, on a l'incapacité d'importer depuis la France, depuis l'Europe, à cause de cette guerre de succession, à cause de Charles II. Et puis, ça encourage beaucoup de brasseurs à faire beaucoup de pécules, brasser beaucoup de bière, brasser des affaires. Et nous, ça nous fait brasser des bons podcasts. Écoute, Joël, je pense qu'on va conclure là-dessus. Encore une fois, je tiens à rappeler à nos auditeurs, d'abord, qu'on veut être vos amis. Donc, abonnez-vous à nous, aimez nos podcasts. Il y a un petit bouton magique qui dit oui, je veux m'inscrire pour avoir plus de notifications. Il faut vous inscrire aussi au podcast de Joël. Ça Tous les s'appelle chemins mènent à Montréal. Tous les chemins mènent à Montréal. C'est un podcast dans lequel on étudie l'histoire de Montréal. Mhm. Donc, on y va dans la chronologie. Et le dernier épisode qui est sorti, on en a parlé même un peu aujourd'hui. Je pense que vous allez aimer ça. Puis on va en reparler d'ailleurs. C'est tellement vrai que tous les chemins mènent à Montréal que Joël est même venu à Gatineau pour nous parler de Montréal. Pensez à ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le petit bouton magique. Puis, ciao, bye!